Aquila Rebelle. Portrait sensible. Un podcast réalisé par Fabien Eck. Ce qui apporte la lumière doit supporter la brûlure, nous dit Viktor Frankl, neurologue et psychiatre autrichien. Notre invitée, Caroline Guth, peintre, sculptrice, mais aussi philosophe, semble imprégnée par cette maxime. Son travail s'inscrit dans une réflexion sur l'humain, son image, son vécu et sa condition au cœur de la postmodernité. Cette recherche l'a conduite à explorer sous divers aspects l'essence de l'être féminin et la singularité de son vécu. Recherche sur la subjectivité de l'image corporelle et de la chair, ainsi qu'une réflexion sur le regard, la nudité, l'iconologie, l'air du temps, la posture, la quête et l'identité féminine. Caroline Guth, née au sein d'une famille d'artistes, a parmi ses influences les plus déterminantes celui des caravagistes, dont elle admire l'esthétique violente, la mise en scène et les effets de clair-obscur exaltant les corps et procurant au volume une intensité particulière, mais aussi à l'esthétique singulière des peintres de la modernité viennoise, tels que Schiller et Klimt, en particulier l'ambiguïté de l'érotisme féminin et l'exaltation de la féminité qui s'en dégage. Proche de sa grand-mère maternelle, née en Algérie et descendante d'une esclave martiniquaise, elle fut très jeune sensibilisée au drame de l'existence, au racisme, au déracinement, au sens problématique d'une identité noire. Qui plus est, issue d'une famille dont les hommes furent absents, manquant donc de repères différenciants, elle s'interroge sur le décalage entre l'être femme et le devenir femme, ainsi que sur la signification de l'idée de féminité, la perception du corps féminin comme objet de désir, de plaisir esthétique et érotique, puis sur l'aliénation sous-jacente à cette condition de femme. Avant de débuter cet entretien, nous vous accueillons avec le groupe Rachels, qui avait composé une musique pour Egon Schiele, dont voici un extrait, First Self-Portrait. Aquila Rebelle vous dit bonjour ou bonsoir et vous souhaite la bienvenue.
Donc, chapitre 1er. Ouais. C'est parti, je te laisse commencer comme ça. D'accord, chapitre 1er. Donc je vais lire un petit extrait du Double de Dostoïevski. 1 ou 2 minutes, il fut sans bouger, comme un homme qui doute encore s'il est éveillé ou s'il dort. Si ce qui se passe autour de lui est bien la réalité, ou seulement la continuation des visions désordonnées de ses rêves. Le moment vint, pourtant, où les sens de M. Groliatkine accueillirent avec plus de clarté et de netteté leur habituelle et quotidienne impression. Il reconnut les regards familiers des murs verts sales, enfumés et poussiéreux, de sa petite chambre, de sa commode d'acajou, des chaises assorties, de la table peinte en rouge, du divan turc de mousseline rougeâtre à fleurs d'un beau vert, enfin de ses vêtements quittés la veille à la hâte et jetés en paquets sur le divan. Continue ou c'est bon ? Écoute, c'est une très bonne introduction. Je me trouve en présence de Caroline Guth. On dit comme ça ou le nom est plus long que ça ? Son nom de famille est plus long que ça ? Non, alors Guth, c'est mon nom de jeune fille, c'est le nom de mon père que j'ai voulu garder en tant qu'artiste. Voilà, parce que peut-être qu'au fond, c'est lui qui m'a permis d'être artiste. Donc même si ma mère a joué beaucoup, mais mon père aussi d'une autre façon. D'accord. Alors, on est actuellement là dans ton atelier parisien, puisque maintenant, depuis le mois de juillet, il y a 2 ateliers. Il y en a un qui est sur Bordeaux, et là, on est rue du Mont-Cenis. Voilà, à Montmartre, à Paris-Montmartre, oui. D'accord. Alors, on va voyager. On est à Montmartre. On va partir pour commencer, parce que c'est toujours intéressant de savoir d'où on vient, et on va partir en Algérie. Oui. Si tu veux bien. Oui. Parce qu'on va repartir à une certaine. Je pense qu'en découvrant ton univers, et puis là, en plus en étant dans ton atelier et en voyant, on a eu la chance de passer un petit peu de temps là autour d'un café, voilà, pour parler un peu de la vie, et notamment de la tienne, et donc de cette présence qui était une vieille histoire, en tout cas il semblerait, par rapport à la présence de ta famille en Algérie. Donc l'histoire d'une grand-mère, c'est ça, ou d'un grand-père? Alors c'est ma grand-mère qui est née en Algérie. C'était comment le prénom de ta grand-mère? Jouxinia Valandov. Ah oui, incroyable. Et ça venait donc de son père qui est lui martiniquais. Avec un nom comme ça? Métis, oui, parce qu'elle a... Le truc, c'était un martiniquais, mélange. Alors, une partie était descendante d'esclaves noirs, mais mélangée avec des propriétaires. Donc, le nom devait venir d'un des propriétaires. Mais c'était ça. Et quand ils retrouvaient leur liberté. Voilà, absolument. Et voilà. Et j'avais retrouvé des archives qui disaient que mon grand-père était donc son père. Donc, on monte à loin, était propriétaire terrien à Saint-Pierre et conseiller municipal. Ce qui veut dire que donc c'était des gens mélangés, mais qui avaient quand même hérité de quelque chose pour pouvoir être voilà. Et mon arrière-grand-père avait son bac. Il a fait l'école normale et il avait son bac et il a fait l'école normale. C'était comment son prénom à ton arrière-grand-père? Donc Richard Valandov. D'accord. Voilà, donc c'était toujours... Et j'ai vécu mon enfance avec toutes ces images, toutes ces choses que ma grand-mère me racontait sur son père. Alors, ils étaient à Alger? Oui, donc alors ma grand-mère est née à Algérie, en Algérie, pas à Alger. Alors, je me rappelle plus la petite ville dans laquelle elle est née, mais ils ont fini donc à Alger, et elle y a passé donc toute son enfance jusqu'à... je pense qu'elle est rentrée, son mari est mort dans un attentat en 56, et elle a dû rentrer en 58, 59, et le reste de sa famille plutôt après en 62, quand ils se sont fait exproprier et qu'ils n'ont pas eu le choix, qu'ils ont dû venir en France, même s'ils ne connaissaient pas la France en fait. Donc donc ta maman ou ton papa étaient déjà ensemble, ou c'est après qu'ils sont rencontrés? Alors ma mère est née en Algérie, elle est rentrée donc en France, elle devait avoir 6 ans, je pense que voilà, c'est ça. Ma mère est 52, donc je pense qu'elle a donc 52, 58, c'est ça, elle devait avoir 6-7 ans, 58, 59. Et donc elle a atterri dans cette maison qu'ils avaient héritée par son père, qui lui était champenois. Donc il avait rencontré ma grand-mère en Algérie parce qu'il était militaire en Algérie, et que c'est comme ça qu'ils s'étaient rencontrés. Lui était en champenois avec un type très nordique, et il a épousé cette femme qui était ma grand-mère, qui était une carteronne mélangée espagnol, martiniquais noir, et donc c'était moi quand j'étais enfant, je trouvais ça tellement beau.
Et qu'ils ont atterri dans cette maison en Champagne, à côté de Brienne-le-Château, donc un endroit quand même assez perdu dans la Champagne, dans l'Aube. Et mon père, lui, pour d'autres raisons, pareil, sa famille, qui était pourtant pas de la région, a émigré dans le même coin, à quelques kilomètres de Brienne-le-Château. C'est une petite ville qui s'appelle Dienville. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, en fait. Donc le prénom de ta maman, déjà, c'est Monique. Monique, et ton papa Christian. Donc Monique et Christian se rencontrent. Oui. Voilà, et puis il y a une petite fille qui naît. Voilà. Qui s'appelle Caroline. Absolument. Dans l'enfance, est-ce qu'on avait l'habitude d'emmener la petite Caroline voir on se trouve ici, c'est un lieu extrêmement agréable, il y a des tableaux partout, il y a des œuvres d'art, même des antiquités. Est-ce qu'on avait l'habitude d'emmener Caroline dans des musées? Est-ce qu'on l'emmenait à la médiathèque? Est-ce qu'on l'emmenait au cinéma? Comment ça se passait cette enfance dans ce village perdu là? Un peu au cinéma, mon père, parce qu'il aimait notamment les dessins animés. Mon père avait un côté très enfant, donc il m'a emmené voir Astérix. Voilà. Mais sinon, non. Mes parents, leur vie était déjà très compliquée, ils avaient beaucoup de mal, donc ils survivaient. Donc, oui, c'est intéressant d'en parler, Caroline, effectivement, c'est-à-dire après ce retour d'Algérie, c'est des gens qui étaient certainement peut-être modestes déjà, qui vivaient là-bas. Voilà, qui étaient bourgeoisie moyenne et qui se sont retrouvés vraiment avec plus grand-chose. Et le seul lieu d'art, c'était la maison de ma grand-mère, parce que mon oncle, qui peignait très jeune, et ma mère aussi a peint, mais il mettait tous ses tableaux. Donc par contre, voilà, le lieu d'art, c'était cette maison familiale de ma grand-mère, cette vieille maison où il y avait plein de tableaux faits par mon oncle uniquement, mais des tableaux très particuliers. Alors qu'est-ce que c'était d'être dans cette maison de cette grand-mère et cet oncle qui peignait, quoi, parce que c'était pas une activité, ou alors enfant, bien évidemment, on est en classe très jeune et on nous incite à peindre. Oui, c'est ça, je pense qu'à l'école... Là, ça soit quelqu'un, une grande personne, une personne sérieuse qui peint. Qu'est-ce que c'était dans la tête d'une jeune fille, d'une adolescente? Ah ben moi, j'étais impressionnée, mais je dirais pas tellement par mon oncle, mais par les tableaux. Parce que ces tableaux, c'était vraiment des tableaux C'était comment le prénom de cet oncle? Charles. Alors, Charles Gauthier, parce que voilà, le nom de mon grand-père, c'était Gauthier. Gauthier, donc c'est assez germanique avec un H. Donc voilà, ce tableau de Charles que je connaissais très peu parce que mon oncle il vivait à Paris, je le voyais très peu. Mais ces tableaux étaient, il y avait des tableaux qui sous-entendaient des viols, des meurtres, oui, c'était des tableaux avec des formes qui s'échappaient. Il y avait un côté à la fois expressionniste et puis surréaliste et en même temps très existentiel. C'est-à-dire, c'est vraiment. Et c'est là que je me disais, mais qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Il y avait une âme étrange dans cette maison où, quelque part, la névrose familiale était affichée sur les murs à travers des tableaux. Et pour moi, ça a été ça, la première sens de la peinture. C'était ça, la peinture, c'était quelque chose qui te permettait d'exorciser des passions douloureuses ou souvent douloureuses. Enfin, tu le ressentais comme ça, en tout cas, toi. Oui, voilà. Alors, toi, là, le plaisir du dessin, est-ce qu'il était déjà comme présent dans l'enfance? C'était quelque chose à l'adolescence, tu avais des carnets, il y avait des cahiers. Voilà, absolument, j'avais des carnets. Tu faisais ça en cachette? Comment ça se passait? Ah non, pas en cachette, non, parce que par contre, dans ma famille, du côté de ma mère, c'était très favorisé, parce que ma mère dessinait, mon oncle dessinait. J'avais un cousin, donc un des fils d'une des sœurs de ma mère, de la sœur de ma mère, parce qu'elle n'en a qu'une seule, qui travaillait chez Yves Saint Laurent, qui était tailleur et qui faisait beaucoup de dessins. Donc quand il emmenait ses dessins de mode, il me montrait comment faire, et j'adorais donc ça. C'est ce cousin, comment s'appelait ce cousin? Éric Sébir. D'accord. Voilà, et donc c'était fantastique. Et des fois, il me ramenait des étoffes de Yves Saint Laurent, parce qu'à l'époque, c'était une époque, c'est fini ce temps-là, mais c'était une époque où ils pouvaient encore récupérer des étoffes de magnifiques tissus avec des paillettes, des trucs. Et quand j'étais enfant, c'était fascinant. Donc, et les dessins étaient favorisés. C'était plutôt bien vu. Et même mon instituteur en primaire, quand il me voyait dessiner, il me donnait des conseils de perspective. Voilà, donc non, pour moi, le dessin a toujours été quelque chose de facile et de valorisé. Bon, mais malheureusement, il a fallu passer son bac d'abord. Donc, qu'est-ce que ça a été comme étude quelle orientation finalement? Parce que ça va venir. Il y a quelque chose qui est en germe, mais qui aurait pu très bien rester enterré quelque part. Donc, en attendant, il a fallu faire des études. Donc, c'est quoi ces études? Alors, les études, j'ai suivi tant bien que mal, comme beaucoup de gens de milieux plus ou moins populaires. Moi, mes parents n'ont pas fait d'études. Ma mère
n'a pas eu son bac, elle a arrêté avant, et mon père avait un CAP d'électrotechnicien, mécanicien. Donc, moi, j'ai suivi cette école de la République où, on emmène les enfants. Et ça leur permet aussi d'avoir une chance de pouvoir découvrir une culture qu'ils n'ont pas accès. Moi, j'ai adoré l'école. J'ai eu beaucoup de professeurs. La première fois qu'on m'a dit que j'étais intelligente, c'était un de mes professeurs. Donc, j'ai beaucoup aimé l'école. Alors, je sais qu'aujourd'hui, je suis un peu triste de voir que je pense que pour quelqu'un qui vient d'un milieu populaire, l'école peut être quelque chose d'extraordinaire. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé l'école. J'ai suivi petit à petit un chemin choisi après par les aléas de l'orientation. Quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, on suit. J'avais pris une option art plastique au bac, mais malheureusement, ma prof qui était très gentille, qui m'aimait beaucoup, mais elle faisait des sculptures en tissu et c'était pas mon truc. Donc du coup, ça n'a pas. Après mon bac, j'ai pas voulu faire d'école d'art. Parce que aussi il y avait beaucoup d'incertitudes. Ma mère me disait, tu sais, c'est pas un métier pour les pauvres. Ma mère avait la philosophie non plus d'ailleurs n'était pas un métier pour les pauvres. Et donc donc j'ai passé mon bac ES, j'ai fait un beau test force de vente qui n'était pas fait pour moi. J'ai eu un professeur de communication extraordinaire qui m'a dit, mais Caroline, tu n'es pas fait pour fais autre chose, fais une fac de psycho, fais une fac de com, fais ce que tu veux, mais fais quelque chose de plus... voilà. Et j'ai fini en philo, c'est là que je suis allée en philosophie. Et là que tout s'est éclairci. Bon, alors cette lumière là qui arrive, Oui. comment on l'a... Parce que du coup, tu as eu la chance de pouvoir redonner cette lumière avec des cours. Donc ça a duré combien de temps cette vie de professeur là, de philosophie? Après, quand j'ai enseigné, ça a duré 5 ans. 5 ans. Alors j'étais professeur contractuel. Donc j'étais professeur contractuel, j'ai fait beaucoup de remplacements. Oui, moi, quand j'avais mes élèves, je me disais, il faut absolument que je leur fasse comprendre que la philosophie peut changer leur vie, que ça peut leur donner des clés pour qu'ils soient heureux, qu'ils fassent des bons choix plus tard. Donc, il y a des élèves j'avais beaucoup d'élèves finalement qui ont besoin, qui étaient réceptifs. Après, l'éducation nationale, c'est une grosse machine qui broie. Et moi, c'est pour ça que j'ai quitté l'éducation nationale, parce qu'on ne te donne pas les moyens. C'est peut-être qu'on n'a pas le droit de dire, mais moi, j'ai trouvé que on ne te donne pas les moyens. Et on n'offre pas, on ment aux enfants, on ment aux élèves. Bon, en tout cas, toi, pour ta part à toi, tu as essayé de donner quelque chose. Je vois qu'il y a je t'avais proposé de choisir quelques livres pour comme des petits cailloux là pour cet entretien. Oui. On va faire quelques pauses et là je vois qu'il y a écrit l'usage du vide. Oui, j'avais acheté ce petit livre il y a quelques années de Romain Gaziani parce que je pense que je trouvais ça intéressant, cette idée que plus on veut quelque chose, moins on réussit. Qu'il faut laisser faire, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance dans la vie, il faut avoir confiance dans les choses, il faut croire que le monde est plus juste que ce qui paraît, et il faut accepter de lâcher prise et de faire confiance. Et ça m'avait eu beaucoup plu, cette idée. Donc l'usage du vide, c'est aussi... Puis d'accepter finalement aussi le néant, d'accepter aussi que les choses n'ont pas forcément de sens, qu'on n'a soi-même pas forcément d'importance, mais de vivre quand même, et de le vivre bien, dans une forme de dépouillement et d'humilité. On revient un peu à Dostoïevski. Alors, oui. Je veux bien que tu m'en lises un extrait, s'il te plaît. Alors voilà, donc je pense que j'avais... Alors, c'est un petit extrait de l'usage du vide. L'originalité et l'authenticité peuvent bien se proclamer haut et fort par certaines têtes fortes de la littérature. Mais ces deux vertus se rangent parmi les états optimaux qu'il faut cesser d'avoir en vue pour leur laisser une chance d'éclore. Le dénuement authentique de la personnalité, s'il n'est pas un simple vœu pieux de l'esprit, ou un leurre comme le pense Valérie, ne se provoque pas en arrachant ses vêtements de façon ostentatoire, mais bien plutôt en les usant jusqu'à la corde contre la réalité rugueuse du monde extérieur, en oubliant qui l'on est et ce que l'on porte. Voilà, donc j'aimais bien cette idée de finalement que oui, on ne peut pas forcer les choses, ce n'est pas en criant haut et fort ou en voulant absolument, par exemple, c'est pareil, cette idée que de vouloir être un artiste,
Une fois, on m'avait posé la question, on ne veut pas d'être un artiste. On fait de l'art parce qu'on a besoin de dire quelque chose. Mais vouloir être un artiste, c'est ridicule. Ça ne se veut pas. C'est peut-être quelque chose qui peut arriver, qui arrive si tu crées une œuvre. Et puis c'est ridicule de vouloir être un artiste. C'est prétentieux, c'est vaniteux. Mais en même temps, c'est ce qui va se passer, parce qu'il y a une porte qui va se claquer. Il y a aussi la vie en elle-même, c'est-à-dire que tu vas être maman. Comment on arrive à affirmer un choix, en tout cas pas un choix, mais en tout cas une nécessité, quoi. C'est cette nécessité. Tu as commencé à te remettre à peindre ou à dessiner, enfin à te lancer dans quelque chose. Ton petit garçon était déjà là ou pas ? Oui, alors j'ai toujours peint et dessiné, mais c'est vrai que quand j'enseignais la philosophie, je le faisais de façon mineure, donc je me faisais plaisir, comme on dit, je me faisais plaisir. C'est-à-dire, je dessinais et je peignais que pour moi, et voilà. Et puis quand j'ai décidé de quitter l'enseignement et que j'ai rencontré mon second mari, donc j'ai divorcé, j'ai rencontré mon second mari, il s'est passé là à un moment une opportunité qui faisait que je pouvais donc démissionner et que de toute façon je devais, parce que je ne pouvais pas me faire muter ailleurs qu'en Champagne-Ardenne. C'était trop difficile d'avoir l'Académie de Paris. Et c'était l'opportunité pour moi sans trop de pouvoir vraiment ne faire plus que de l'art. Quelque part, ce que j'avais envie depuis très longtemps, mais il faut pouvoir se permettre. Il faut avoir des conditions qui le permettent. En tout cas, moi, je le vivais comme ça, parce que j'ai vu mon oncle, j'ai vu d'autres gens faire trop de sacrifices pour pouvoir... mais de sacrifices essentiels, c'est-à-dire que pour pouvoir gagner de l'argent, renier ce qu'on aime, renier ce qu'on a, ce qui est important pour nous. Et ça, moi, je voulais pas. Je voulais pas renier. Je veux dire, si je suis artiste, c'est pour pas renier quelque chose, au contraire. Donc tu as des principes. Oui. Donc voilà, en 2008, c'est passé tout ça qui m'a permis de me dire, voilà, maintenant je vais faire plus que ça. Et je vais vraiment faire l'œuvre, construire l'œuvre que j'ai toujours rêvé, que j'ai toujours même besoin, qui fait que ma vie a enfin un sens. Voilà. C'est-à-dire que même si un petit sens, mais elle a au moins un sens par cette œuvre. C'était où ce premier atelier ? Où ça devient... Où j'ai commencé ? Où ça devient ton lieu à toi ? Ah, le premier lieu vraiment à moi... Vraiment, alors, c'était pas tout de suite. Mais quand tu parles de 2008, il y a un bascule. Oui, mais non, j'étais dans mon salon. Ouais. En 2008, donc qui n'était même pas mon salon, qui était le salon de mon mari, puisque mon second mari. C'est là que j'ai commencé tout doucement à peindre de façon plus sérieuse, mais c'était dans un salon. La première fois où j'ai vraiment eu un espace vraiment pour moi, c'est en arrivant à Londres en 2010. Parce que là, on avait une maison à plusieurs étages, et donc j'ai pu avoir un étage pour moi, et où je donnais des cours à des Françaises de Londres, et où Tu donnais des cours ? Oui, des cours de peinture, et Très je bien, faisais des promenades dans tous les arts, parce qu'il y a beaucoup de lieux d'art contemporain, et comme j'ai fait la philosophie, et que je connaissais très bien l'art conceptuel, que tous ces courants d'art contemporain, et puis la pensée qu'il y a derrière, c'est-à-dire la déconstruction de l'art, et puis l'histoire de la photo, tout ce qui... Donc je les emmenais, en plus, je faisais des cafés philosophie de l'art, et que j'emmenais à tous les lieux d'art contemporain de Londres. Et là, donc, j'ai vraiment eu un espace pour moi, un espace réel dans l'art, dans l'engagement, aussi bien dans la pensée que dans la pratique, avec un lieu, et en donnant des cours. Alors, une fois que la porte est refermée, on voit qu'il y a une évolution, bien évidemment, entre alors, je dis bien évidemment, il y a des peintres qui n'évoluent pas forcément, mais on voit qu'au niveau de tes traits, il y a une évolution, certainement aussi dans la narration, on va en parler, mais il y a des peintres qui ont été extrêmement importants, tu pourras nous dire quelques mots dessus. On est là... par exemple, devant un tableau une copie immense de Van Dyck. Voilà, donc c'est le temps qui coupe les ailes de l'amour, ce tableau. Ah. C'est comme ça qu'il s'appelle, de Van Dyck. Mais justement, alors les anciens Titien, Caravage, oui. et puis après, il y a deux figures majeures qui peuvent être Gustav Klimt et Egon Schiele. Oui. Alors comment on arrive à mettre tout ça dans un mixeur ? Ah, mais ils ont tous différents, mais ils ont tous quelque chose. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je vois. D'ailleurs, aussi les écrivains comme les artistes. Moi, il y a énormément d'artistes, de peintres ou d'écrivains dans l'histoire que j'aime parce que c'est cette singularité. C'est-à-dire, ils sont tous. Il faut pas les mettre. Moi, je mets pas les gens en compétition. D'ailleurs, même les gens qui posent pour moi,
Je les vois pas en compétition mieux que... Non, ils sont différents. Et c'est ça, c'est que chacun, même dans sa simplicité, dans son corps, il a quelque chose qui lui est qu'à lui. Et c'est ça qui me plaît. Alors bien sûr, il y a des gens avec qui je vais me sentir plus d'affinité que d'autres. Donc il y a des peintres avec qui je vais me sentir plus d'affinité que d'autres, ou des écrivains. Mais je les mixe pas. C'est-à-dire que j'essaie de comprendre, voilà, là où chacun... Par exemple, Egon Schiele, il a apporté quelque chose de bien particulier. Il y a une vision du corps, quelque chose de très anguleux. Ah oui, de Klimt, de Schiele, voilà. Oui, oui, voilà. Donc par exemple, oui, donc Schiele, c'est cette force, quelque chose à la fois beau et en même temps de cruel chez Schiele. Il y a quelque chose dans ses corps très maigre et en même temps c'est très esthétique. Il y a quelque chose de très fort, de vraiment beau sans être, mais en étant une forme de violence, voilà. Alors que Klimt, c'est différent. Klimt, c'est beaucoup plus doux. C'est beaucoup plus séducteur, c'est beaucoup plus... c'est une autre vision, même s'ils ont des points communs, mais on sent des personnalités différentes. Et après, alors, l'art classique, comme comme ce tableau de Van Dyck,
c'est encore autre chose. C'est une autre peinture. Là, c'est une peinture très polissée, très raffinée, de virtuose. Donc, on est dans autre chose. En fait, on ne peut pas mélanger. On peut juste se dire, ah là, il a fait quelque chose, il a réussi quelque chose, ça dit quelque chose. Et là, autre chose. Et moi, selon ce que je vais dire, je vais écouter lui ou je vais écouter lui. Et je vais tout utiliser, en fait. Je ne vais rien m'interdire. Parce que c'est comme apprendre un langage. La langue, elle est faite par plein de gens. Et chacun apporte quelque chose, et après ça enrichit ce langage. Ça permet de, selon ce qu'on va vouloir dire, le dire familièrement ou très soutenu, ou avec de la violence. Voilà. Mais il y a comme ta singularité, il y a quand même ton propre trait. Oui. Et comment ça se définit, ça? Enfin, comment on sait que c'est ça finalement? Mais parce que ça, c'est par rapport là, ça va être, je dirais presque par rapport à mon corps, à mon goût. C'est-à-dire que bien sûr que je fais des choix, des choses qui me touchent ou pas, en fonction de moi, de mon corps, de ce que je ressens. Et c'est là que ma singularité va se loger. Je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup le nu. Et j'aime voir les gens nus. Parce que quand on les voit nus, on voit où se loge leur singularité. Le vêtement, ça a tendance à uniformiser, à cacher, à masquer. Mais quand ils sont nus, je trouve que c'est ça qui me fascine quand je vois les gens nus ou quand je vois du nu. C'est que c'est là qu'on voit vraiment leur singularité en tant qu'humains. Et là où ils sont, où il n'y a que eux qui peuvent être comme ça. Alors, il y a la présence du corps dans les tableaux, mais avant, on va peut-être revenir à quelque chose qui est beaucoup plus ancien. Enfin, c'est disparition, c'est-à-dire c'est la mort. Oui. Je crois que c'est quelque chose qui te... Alors, je sais pas hanté, certainement pas, mais en tout cas qui t'habite, qui est comme un espèce de compagnonnage, je sais pas. Quelque chose qui est toujours en arrière-fond. Mais je pense que Dostoïevski, on le retrouve chez Dostoïevski, c'est cette idée, c'est le nihilisme. C'est-à-dire quand on accepte, quand on comprend que finalement tout s'effondre, quand on comprend que la vie n'a pas de sens et qu'on n'est rien, qu'on n'a pas de sens non plus, en fait, qu'on peut apparaître et disparaître comme ça du jour au lendemain et que finalement tout le monde s'en remet. Mais est-ce qu'il existe un Dieu? Parce que dans les démons, Oui, l'un des sûr. personnages dit tu te tues pour te prouver que tu es libre et que Dieu n'existe pas. Voilà, alors c'est tout le truc, mais c'est que aujourd'hui on ne peut pas s'en remettre à un Dieu parce que le nihilisme a fini son travail. Donc, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'espoir. C'est que même s'il n'y a pas de Dieu, il y a quand même quelque chose. Et ce quelque chose, c'est cette vie qu'on a à un moment et qu'on peut se dire que finalement, si on ne prend pas les choses trop au sérieux, cette vie, autant en créer quelque chose. Créer ta propre vie, ce que je disais déjà quand j'étais jeune. C'est-à-dire et donc gagner cette liberté en arrêtant de porter des fardeaux stupides, de se faire d'avoir peur de tout. De toute façon, ça ne sert à rien d'avoir peur de l'âme. On n'y échappera pas. Mais ce qui compte, c'est qu'avant qu'elle arrive, c'est faire quelque chose, en profiter. Pas bêtement, mais je veux dire de se dire que de faire appel à tout son corps, à toutes ses sensations pour vraiment vivre. Et comprendre, sentir ce que c'est que la vie, parce que c'est quand même une énigme formidable. Le monde, l'univers, la vie, le vivant, c'est quand même... Moi, je sais, quand j'étais enfant, ça me fascinait. Je me disais, mais pourquoi on vit? Pourquoi il y a des êtres aussi complexes? Les animaux, ça correspond à quoi? Il pourrait ne rien avoir. Bon, comment ça se construit? Puisqu'on parle de nature, puisqu'on parle de genèse, là, comment naît une œuvre? Je pense que c'est en laissant notre inconscient, en laissant nos fantasmes, nos inconscients, c'est aussi nourri de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a aimé depuis qu'on est enfant. Et en laissant tout ça remonter à la surface et se relier, reprendre forme, voilà. Et puis aussi ce que nous inspirent nos ancêtres, ce que nous inspirent les gens qui nous entourent. Alors moi, je sais, je travaille beaucoup avec des modèles aussi, parce que le modèle, la personne, elle t'inspire quelque chose, parce qu'elle te donne toujours un peu quelque chose de ce qu'elle a vécu elle-même, de ce qu'elle est. Si par exemple on prend un tableau qui est dans ton atelier parisien, puisqu'on y est là actuellement, et qu'à un moment particulier de notre histoire, là, très contemporaine, pendant le Covid, ce tableau-là, concrètement, est-ce qu'il y a des... Comment il est né? Est-ce que c'est, tu parlais de corps, d'humain, est-ce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui pose pour toi, ou c'est une lecture, c'est la vie qui passe, et à un moment il faut la figer, parce que si l'intérêt aussi du tableau, c'est de figer le temps, d'une certaine manière. Oui, c'est de figer un sentiment, une idée, une image, mais qui peut me venir soit en voyant quelqu'un, soit dans mes rêves, soit dans mes divagations. Et effectivement, à un moment, je me dis,
Parce qu'il est très très fort. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter quelques minutes, quelques Alors, secondes, minutes sur la descente de croix sur le tableau, tu sais, qui est exposé dans ton atelier et, Oui. et par rapport au Covid avec. Oui, d'accord. Voilà. Avec les personnages Ouais, autour de ce ouais, corps qui. ouais. Alors, pour moi, ce tableau-là, effectivement, le Covid, en fait, a montré qu'aujourd'hui, je trouve que ça se sentait bien pendant l'époque du Covid, qu'on a perdu le sens du tragique dans la vie. Or, le tragique, c'est ce qui permet aussi de donner une profondeur à la vie. À faire que la vie, c'est pas juste quelque chose de trivial, où on est des consommateurs bêtes et puis soumis, et puis on essaye de survivre comme des petits êtres. Pensez à Nietzsche et le dernier homme. Mais le tragique, c'est ce qui permet de donner, même si on sait que c'est faux, c'est une illusion, mais ça permet de donner une épaisseur aux choses. Et pendant le Covid, j'ai senti que ça manquait. Parce que les gens, on les réduisait à vouloir absolument avoir peur de tout, peur du voisin, peur des microbes et des virus, on vit régulièrement avec. Hein. D'un seul coup, ils avaient peur de ce qu'eux-mêmes ils sont, parce qu'on en porte plein en nous. On est nous-mêmes une manifestation de la vie. Et d'un seul coup, on voyait les gens qu'on les poussait à s'enfermer, à avoir peur des autres, à avoir peur de la maladie, à avoir peur de la mort, alors que on peut éviter le Covid, mais mourir d'autre chose le lendemain, je veux dire d'un cancer. Et je me disais, mais comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça aux gens? Comment on peut les réduire à ça? Au lieu de leur apprendre, plutôt de leur dire, voilà, parfois il faut accepter, on meurt, il y a des gens qui meurent. C'est terrible, c'est dur, mais il faut... Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau? Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on essaye de tout aseptiser. On essaye du tragique, de ce qu'il faisait de la grande peinture où on essayait de digérer la mort, de lui donner quelque chose. Et bien là, on l'évacue, on la recycle. Donc ils sont tous pareils, ceux qui sont autour de ce corps. Ils sont tous des clones des mêmes qui veulent tout rendre stérile et une forme de tyrannie hygiéniste, et surtout évacuer tout ce qui peut déranger le quotidien, quoi. Tout ce qui peut faire peur ou tout ce qui pourrait nous faire mal à l'estomac, comme dirait Nietzsche. Donc c'est ça qu'il évoque, ce tableau, c'est en fait évacuer le tragique de la vie et en faire quelque chose avec les couleurs sont très vives, sont très contemporaines, elles sont très... Alors quels sont les personnages? Ceux qui sont autour, ils représentent, on va dire, Parce qu'il y a un personnage féminin. Oui, central. Le personnage féminin, c'est cette corps de femme qui est en position christique. En fait, c'est la vie, c'est le vivant, mais dans son aspect tragique, voilà, qui porte toute sa... C'est pour ça qu'il y a une référence au Christ, même si c'est une femme, mais parce que c'est plus le Christ, c'est la vie. Et donc je me suis dit, il faut un corps de femme, mais un corps de femme christique quelque part. Et c'est voilà, la vie qu'on veut évacuer dans toute sa complexité, dans toute son ambivalence, son ambiguïté, parce que la vie, effectivement, c'est la mort. C'est la vie, c'est la mort à la fois. Donc on veut évacuer ça aujourd'hui. On veut tout aseptiser. On veut plus que les gens souffrent de la perte, qu'ils souffrent. Voilà. Alors qu'en fait, moi je pense que je pense que la souffrance est importante. La souffrance, elle permet de grandir, elle permet de se renforcer. Je pense que je comprends qu'il y a plein de gens qui vont me détester quand je dis ça, mais pour moi, la souffrance, j'ai beaucoup souffert dans ma vie et je pense que ça m'a grandi. Ça m'a grandi. Voilà. J'ai beaucoup travaillé sur cette souffrance parce qu'il faut la digérer. Hein. Par contre, c'est vrai qu'on peut en périr de la souffrance. Mais si on arrive à trouver les forces en soi et pas se donner trop d'importance, elle peut vraiment nous grandir. On parlait du corps, le corps de... Parce que par 2 fois, tu es devenue maman. Son propre corps qui se multiplie, qui se distend, qui prend une autre forme. Qu'est-ce que ça a été intérieurement, et puis aussi de le restituer aussi d'une manière ou d'une autre sur un tableau? Est-ce que c'est... Oui, mais je pense on peut toujours créer une distance à soi-même. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, quand je me regardais dans le miroir, et je pense que ça arrive à plein de gens, il y a quelque chose d'étrange, non ? Quand on se voit, on se dit, mais en fait, c'est moi, cette image, c'est moi. Alors que c'est pas forcément, on ne ressemble pas forcément à ce qu'on ressent. Et donc, effectivement, mettre son corps à distance, le représenter, c'est ça aussi... peut-être que c'est aussi l'histoire de Narcisse, c'est-à-dire que d'un seul coup, on est confronté à quelque chose qui est nous, mais qui n'est pas nous en même temps, qui est un autre... voilà, quelque chose de fascinant. Et je pense que se représenter pour un peintre, l'autoportrait, c'est se mesurer aussi à... Alors ça peut faire peur des fois, parce qu'en fait, d'un seul coup aussi, on se réduit à quelque chose, on se réduit à une image. Mais voilà, je pense qu'il y a une fascination et une angoisse en même temps
représenter. Et puis se multiplier, c'est-à-dire que finalement... Mais c'est parce que c'est pas vraiment nous non plus, cette image. On n'est pas... l'image du corps et le corps, c'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a l'idée du jeu aussi? Enfin, il y a du jeu GE et puis oui, du voilà, jeu oui. de Il y a s'amuser aussi un jeu, oui, pleinement avec aussi, le quoi. sujet qu'on est, effectivement, en le modifiant, le transformant. Oui, on joue avec le jeu, on joue avec l'identité. Mais c'est pareil, les identités, il ne faut pas se scléroser dans une identité, il faut accepter que le moi est multiple, ou que, comme Freud le disait, le moi n'est pas maître en sa demeure. Enfin, je veux dire, voilà, le jeu, c'est une fiction. Il y en a beaucoup de philosophes qui l'ont dit. Et donc, effectivement, on joue avec le jeu, c'est-à-dire qu'on fait... Voilà, qu'est-ce que le jeu? Il est où? Il se métamorphose. Il est quelque part insaisissable. Le jeu et le moi, parce que c'est pareil entre le jeu et le moi. Le jeu, il est de l'ordre plutôt de l'action. Le moi, il est de l'ordre plutôt du sentiment, de la sensation interne. Voilà. Bon, avant de retourner à la Oui. peinture, on va passer à nouveau par la littérature. Oui. Il y a Ça, je l'ai utilisé, c'est un... les 19 roses. Voilà, D'une artiste elle est de quelle origine? Parce que c'est... Eliade, c'est un écrivain qui, d'ailleurs, s'est beaucoup intéressé au chamanisme. D'accord. Voilà, il a écrit des ouvrages sur le chamanisme qui sont très intéressants et qui est très, très, très recherché, très approfondi. Avant d'aller plus loin, on voit qu'il est annoté, ce livre. Ah oui, parce que je m'en suis... Alors, déjà, je l'ai lu plusieurs fois et je m'en suis servi pour un tableau, alors? Pour la série Ainsi parlent les Sibylles. D'accord. Et tiens, parle-nous, avant de nous faire une petite lecture, parle-nous justement, voilà, on parlait de création, un livre, les 19 roses de cet auteur-là. Est-ce que c'est un auteur qui était quelqu'un que tu lisais régulièrement, ou c'est vraiment ce livre-ci en particulier? C'est ce livre-là. Et en fait, après, j'ai lu plusieurs de ces livres, mais en fait, j'ai fait une rencontre, quelqu'un qui est venu à mon atelier. Oui, parce qu'il est traduit du roumain, c'est ça, hein? Voilà. Et qui m'a dit, on parlait, il m'a dit, mais tu devrais lire ce livre. Et je l'ai lu, et je me suis dit, mais oui, et d'ailleurs, beaucoup de gratitude pour la personne qui m'a conseillé, parce que ça a fait sens. Et en plus, ça a fait sens à un moment où j'étais en train de travailler sur les Sibylles, et où, en fait, ce livre m'a... Alors, pourquoi les Sibylles? Et puis, si tu peux expliquer Sibylles, un peu ce que c'est qu'une Sibylle. C'est prophétesse, c'est-à-dire c'est un côté un peu... les Sibylles, dans cette série, elles sont là pour dévoiler l'homme contemporain, de ce que nous sommes, nous, dans notre souffrance, dans notre attente, dans notre désir, dans notre... Voilà. Et donc elles sont là, c'est des prophétesses, donc elles annoncent ce qu'est leur contemporain et ce dont peut-être il manque. Mais je voulais quelque chose un peu comme le tragique, parce que pour moi le tragique, si j'ai fait un tableau là-dessus, c'est parce que je pense que c'est essentiel dans la vie. Il faut vivre de façon tragique. Il faut prendre les choses qui nous arrivent de façon tragique, parce que tout de suite, ça donne un aura, et c'est plus trivial. Le tragique, c'est contre le trivial. Vous voyez, le trivial, le truc qui n'a pas d'épaisseur, le tragique, lui, c'est un remède. La mort, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je dis que la mort est un vivifiant. C'est la mort, voilà, c'est le tragique de la vie. Il faut le voir comme ça. Je vois qu'il y a des croquis qui sont faits, donc on ouvre la première page. Donc ce livre, c'est les 19 roses de Mircea Eliade. Du coup, et donc il y a il y a des prises de notes en tout cas, et puis il y a un espèce de croquis avec une perspective, un personnage. Sur un de mes tableaux qui est d'ailleurs dans le catalogue, où il y a plusieurs plans. D'accord. C'est un tableau où j'ai voulu mettre l'obscurité au centre du tableau. Donc les deux, l'avant-plan et l'arrière-plan sont lumineux dans ce tableau, donc matérialisés sur le coin droite et le coin gauche avant-bas. Et au milieu, il y a l'obscurité. Et ce qui ne c'est pas quelque chose qui se fait d'ailleurs en général en peinture, parce qu'on ne met pas la lumière comme ça. Mais je trouvais que c'était parce que c'était pour te montrer qu'il y avait la traversée de quelque chose. Ça, c'est extrêmement intéressant ce que tu viens de dire. Tu viens de dire, ça ne se fait pas comme ça. Et pourquoi ça ne se ferait pas comme ça, justement? Mais encore aujourd'hui, on a beau dire, pourtant on a déconstruit beaucoup de choses, mais il y a encore de choses qui je m'en suis rendu compte par les remarques qu'on m'a fait, que les gens pensent qu'il ne se fait pas dans un tableau. Et moi, effectivement, je ne vois pas pourquoi. Aujourd'hui, normalement, grâce à Picasso, tout l'art moderne, ils ont déconstruit pour qu'on puisse aujourd'hui faire ce qu'on veut de l'espace pictural.
et voilà, ils mettent notre propre projection intérieure. C'est... Alors plongeons Oui. tout de suite. Donc sur un extrait de... Moi, je vais prendre un petit extrait que peut-être si ceux qui auront écouté mon film le reconnaîtront. Voilà. Cela faisait partie du spectacle. Il ne courait pas vers la sortie, il se disséminait le long des murs, d'où il devait ensuite monter sur scène. On préparait le deuxième tableau. Et c'est avec ce deuxième tableau que commençait le véritable spectacle. Voilà, parce que tout le long, on parle d'une mise en scène d'un spectacle. Est-ce que tu vas régulièrement au théâtre ? Alors, j'y suis allée beaucoup. J'avoue que moi-même aussi, quand j'étais au lycée, j'ai fait du théâtre. Quand j'étais au collège, j'ai fait du théâtre. Et au fond de moi, j'aurais aimé être actrice, comédienne. Je pense que ça se sent dans les tableaux, parce qu'effectivement, Oui. il y a une mise en scène, il y a une abîme, Oui. voilà, et puis effectivement, théâtre antique, même si on est dans des corps contemporains, mais il y a cette présence-là, effectivement, on peut penser à Antigone, on peut penser absolument, oui. dans ton travail, et donc il y a cette vie comme ça là qui est là. Je voudrais aussi poser une question, c'est concernant qu'est-ce que c'est que la matière ? Qu'est-ce que c'est qu'avoir de la peinture acrylique, soit à l'huile qu'est-ce que c'est que faire au couteau, au pinceau ? C'est quoi s'approprier ça ? Ah c'est la chair, c'est la chair. La matière, c'est la chair. Donc c'est sentir les choses. Alors il y a les couleurs qui parlent à l'œil, mais il y a aussi la texture, le brillant, le transparent. Et effectivement, quand on est peintre, il y a ça aussi qu'on aime sans... Et puis il y a la toile, parce que j'ai chouette, Oui. dans ton atelier tout à l'heure, j'ai vu, il y avait un grand... donc la matière qui... Les rouleaux de toile. Les rouleaux de toile. Oui, le lin. Moi j'aime beaucoup le lin, assez rêche le lin, mais en même temps c'est souple et c'est des fils. Je ne sais pas comment expliquer ça parce que c'est du ressenti. Mais oui, moi ce que j'aime aussi dans la peinture, c'est le corps à corps avec la matière. Et c'est pour ça que je ne pourrais pas faire des installations. Parce que moi j'aime lutter. Avec... quand on peint, il y a plein de choses qui sont difficiles. Parce qu'entre ce qu'on a dans la tête et ce qu'on veut faire, la matière, elle résiste, elle est là pour... non, la couleur, elle ne va pas tourner comme tu veux, ou la luminosité. Et là, on est obligé de se battre avec la matière. Et ça, c'est aussi une dimension de la peinture qui est souvent négligée et qui fait que pour arriver au tableau que tu veux, tu vas être obligé d'accepter beaucoup de compromis qui te sont imposés par la matière, par la physique, par la chimie, par plein. Et là aussi, il y a une sorte de combat, de lutte. Alors acrylique ou l'huile ? Les deux, ça permet pas de faire les mêmes choses. L'huile, c'est magnifique pour faire des superpositions, d'avoir des lumières, de voir la sous-couche en dessous, c'est huileux, c'est gras, ça a un côté brillant. Ça a une odeur aussi. Voilà, ça a une odeur, et puis c'est très moelleux. L'acrylique, c'est plus sec, ça sèche vite, c'est plus sec, ça n'a pas la même densité. Mais ça donne autre chose, ça permet d'avoir des eaux rendues, ça permet de faire des fonds superbes et qui sèchent rapidement. Chaque matière aussi a ses qualités et ses défauts pour quand on est peintre. Bon, alors pinceau ou couteau ? Ça dépend, moi j'aime bien le pinceau quand même, j'aime bien les poils du pinceau. C'est bête, mais le côté... moi j'ai toujours aimé j'aime les poils, j'aime la fourrure, et le côté que les pinceaux, quand ils ont les poils tout doux, alors des fois ils ont les poils rêches aussi, mais tout doux, et que ça fait... Voilà, il y a aussi un côté sensuel même dans le pinceau, dans tout. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi aussi d'être peintre et pas écrivain, c'est que il y a quelque chose en moi qui aime la chair, qui aime la matière. Quand on est écrivain, on est plus dans un monde abstrait. Même si j'adore les écrivains, les poètes, j'adore la poésie. Mais voilà, la matière, ça a quelque chose de purement physique. On dit la chair est triste. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Non, c'est pas vrai. La chair n'est pas triste. La vie peut être... il y a des choses qui peuvent être tristes, mais pas la chair. Moi, je trouve non. Alors, qu'est-ce que c'est parce qu'on peut y avoir différentes écoles, en tout cas, ou une approche différente. On va parler maintenant du corps.
donc d'avoir donc peut y avoir une pensée, une construction qui est mentale. Je ne sais pas si tu te relèves la nuit pour d'un seul coup t'as une idée. Oui, souvent. Alors ça, oui. Si, d'accord. Donc il y a un carnet qui est en près pleine du. nuit, surtout quand ça me perturbe. En pleine nuit, je prends. Alors des fois, ça m'arrive d'avoir qu'un livre. Ah, c'est pour ça qu'il y a des de annotations chevet, sur les. et donc j'écris sur mon livre. D'accord. Et je me dis, c'est pas grave. De toute façon, je vais pas le vendre, donc. Donc il peut y avoir des pensées, et Oui. puis il y a obligatoirement la présence, si un tableau se fait, il faut qu'il y ait un corps humain, c'est-à-dire un modèle qui pose. Oui, j'ai besoin. Principalement. Alors, oui. Ouais. Je peux pas peindre des gens abstraits. Pour moi, ça D'accord. n'a pas de sens. Je ne peins que des gens qui m'inspirent, des fois à distance, parce que des fois, il y a des gens qui n'acceptent pas de poser pour moi. Mais je garde en tête quelque chose. Mais non, moi, j'ai besoin... je l'ai dit dans un de mes films, j'ai vraiment besoin des autres. J'ai vraiment quelque chose... Je vois pas comment j'aurais pu être... peindre sans voir... Et rien que déjà ma mère, quand j'étais enfant, ma mère me fascinait par sa beauté. Elle avait quelque chose de... Et ta maman a posé pour toi, Monique ? Non, elle n'a jamais posé pour moi, parce que j'ai... Mais pas forcément, parce qu'on parle de poser, on aborde comme la nudité quand même, mais j'aime les femmes mais... qui ressemblent à ma mère. J'avoue que Ouais. souvent, je suis attirée, j'ai des modèles. Je sais que j'ai été attirée par elle parce qu'elle ressemble à ma mère. Et que je retrouvais chez elle la même beauté et la même... Et toi, est-ce que tu ressembles à Monique ? Alors maintenant, on me dit que oui, mais moi, je ne me vois pas comme ça. Moi, je ne me vois pas comme ça. Et puis, ça n'a jamais été mon sujet, en fait. C'était... Non, mais c'est juste une question là pour savoir, par rapport aux différents tableaux que j'ai pu voir, effectivement, il y a quand même principalement ou régulièrement, on retrouve un peu il y a un visage, il y a un corps qu'on pourrait retrouver quand même. Même si toi, tu dis que tu te mets aussi dans tes tableaux. Oui, je me mets dans mes tableaux. Après, je suis ce que je suis. Et il y a des... Voilà, mais... oui, je pense que je ressemble à ma mère, hein, effectivement, peut-être de corps, plus de corps que de visage. Mais en fait, quand je me mets dans mes tableaux, c'est parce que c'est vraiment comme se regarder. Il y a quelque chose vraiment de l'étrangeté. Donc, et puis après, je me sers de... Alors, par contre, il y a aussi... Je me sers parfois de mon corps parce qu'il y a des tableaux difficiles. Et je ne veux pas demander à un modèle de se mettre dans certaines positions ou certaines... je préfère l'assumer moi. Parce que c'est mon propos, donc j'utilise mon corps parce que j'ai déjà eu des modèles qui m'ont dit non, tu peux pas me mettre comme ça, ou est-ce que je comprends tout à fait ce que qui s'entend, parce qu'on n'a pas forcément envie de se voir, voilà. Donc c'est là aussi souvent que j'utilise mon corps par facilité. Mais j'avoue que quand je peux avoir des modèles et des modèles qui me plaisent, pour moi c'est l'idéal. C'est vraiment c'est beaucoup plus merveilleux que de... parce qu'il y a quelque chose qui est pas moi et qui m'échappe et qui d'un seul coup là je saisis dans un tableau. Et... Bon, alors quand c'est comme ça, la notion de temps. La notion de temps, c'est-à-dire. Qu'est-ce qui existe quand on est dans ce moment présent pleinement? Le temps, c'est qu'on a beau être présent dans le moment, on peut pas empêcher les choses d'avancer. Donc on sent le temps comme ça, on sent que mais d'être happé et qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe, quoi. C'est ça, là. Quand on est dans le système de création, là. Ah bah oui, quand on est dans l'agression, le temps, oui, s'arrête d'une certaine façon, il s'arrête et puis il reprend après. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il s'arrête. Mais en fait, on n'y pense pas au temps. Alors, quand on crée, on ne se dit pas... tout comme quand ça nous vient, on se réveille et puis on marque, ou on s'arrête de faire ce qu'on était en train de faire, et puis on note, on se pose... En fait, le temps, c'est quelque chose... Je ne sais pas comment dire. Le temps, c'est... Oui, le temps. De toute façon, le temps vécu n'a rien à voir avec le temps des horloges. Le temps vécu, il est fait plein d'à-coups, donc des fois ça s'arrête, des fois ça accélère. Puis après, le temps, c'est rapport à le temps de la vie, quoi. Mais ça, c'est quelque chose d'abstrait, c'est-à-dire que on ne sait jamais demain, on peut toujours mourir demain. Et moi, d'ailleurs, j'ai failli mourir quand j'avais 20 ans d'un accident de voiture assez grave. Et ça m'a beaucoup... Alors déjà que j'avais très conscience de la mort, mais alors là, ça s'est manifesté encore plus parce que j'avais... En plus, concrètement, j'ai vécu le fait que je me suis vue mourir. Alors, je ne suis pas morte, j'ai eu de la chance. Mais je me suis dit, avant l'accident, j'ai vu ma voiture partir. Je me dis, ça y est, je suis morte. J'ai 20 ans, je suis morte. Bon, non, j'ai eu de la chance, mais... Et donc, c'est-à-dire que c'est pour ça que
il faut pas attendre, il faut pas se dire j'ai peur de ça, je vais me protéger. Non, parce que tu peux très facilement mourir bêtement de n'importe quoi et beaucoup plus vite que tu le penses. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut vivre, en se disant ça. Quand on prépare un tableau, quand on y réfléchit, tu parlais des fois de séries. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui sont dans un petit cahier, il est noté peut-être des phrases, des mots pour quelque chose qui va advenir? Oui, beaucoup. Ouais. J'ai beaucoup de projets d'ailleurs dans mes carnets en cours qu'il faudrait que je me dise, il faudrait que j'espère de les concrétiser. Comme j'ai beaucoup de livres que je dois lire. Oui, j'ai beaucoup, je note. Alors il y en a qui vont vraiment advenir, il y en a, j'avoue que peut-être des fois au bout d'un an, en fait, je me suis dit non, en fait, finalement, c'était pas... Voilà, c'est aléatoire. Mais sinon, oui, mais je laisse aussi les choses me venir par les rencontres, C'est pour ça que j'adore rencontrer des gens. Je pense que beaucoup de gens aiment rencontrer. La rencontre a toujours quelque chose qui te force à sortir de toi-même. Parce que même si l'autre est méchant, même quand il est méchant, ça te force à sortir de toi-même. Ça te force à d'être confronté à quelque chose. C'est intéressant. Et dans tes tableaux, est-ce qu'il y a cette présence-là absolument de vie, ou en tout cas de défendre quelque chose? Oui. Ou d'être positionné, d'avoir une certaine position. Oui, voilà, il y a des fois quand des choses me mettent en colère, ou des gens m'ont mis en colère, ou des discours m'ont mis en colère, je me dis, le mieux, c'est que je réponde par un tableau. Oui, j'essaye de manifester ça en cherchant quelque chose qui va répondre à cette frustration ou cette colère que j'ai contre un discours ou contre c'est une façon pour moi aussi d'affirmer ce en quoi je veux croire. Donc voilà, la concorde, l'universalisme. Moi, je suis quelqu'un je ne suis pas pour les identités qui se ferment. Je déteste le communautariste. Parce que je pense communautariste, c'est l'enfermement avec soi-même. Tous les enfermements, pour moi, sont néfastes, sont morbides. Moi, je pense qu'il faut s'ouvrir à ce qui n'est pas comme nous. Au contraire, c'est ça. On retourne à la littérature. Quel dernier texte pourrais-tu nous proposer, ou un extrait Alors, qu'est-ce que j'avais là peut-être il y a ce nom... il y a L'homme sans qualité nuisible, mais c'est peut-être un peu triste. Ce que tu veux. Il y a un message, il y a la belle lettre de Rilke pour les femmes. Allons-y, alors c'est parti. Allons-y, Caroline. C'est ça pour les jeunes filles, pour les jeunes femmes. Moi, quand j'étais une jeune femme, ça m'a donné beaucoup d'espoir, et je me suis dit, et c'est ce qui m'a permis aussi de me penser que les hommes. Moi, mon père était un homme très ouvert, très féministe, et qui s'occupait pas beaucoup de moi. Mais d'ailleurs, c'était bien, parce qu'il m'a jamais pris pour une princesse ou quoi que ce soit. Il me considérait que j'étais égale, que j'allais devoir me défendre comme lui, il avait dû le faire. Et je trouvais ça merveilleux. Et plus je vieillis, plus je me dis, j'ai eu de la chance d'avoir un père qui ne me prenne pas pour une princesse ou pour quoi. Voilà. Et je pense qu'il faut savoir écouter les hommes. Tous les hommes ne sont pas pareils, comme toutes les femmes ne sont pas pareilles. Et il y a des hommes qui sont des amis des femmes. Et Rilke, il dit, un jour, la jeune fille sera là. La femme sera là, dont le nom ne sera plus seulement l'opposé du masculin, mais quelque chose en soi. Quelque chose qui ne se fera pas penser ni à un compliment, ni à une limite, mais seulement à la vie et à l'existence. L'être humain féminin. Ce progrès transformera, tout à fait contre la volonté des hommes dans un premier temps, qui seront dépassés. Notre manière de vivre l'amour, plongée aujourd'hui dans un total égarement, il la transformera de fond en comble, en fera une relation comprise comme celle d'un être humain à un être humain, et non plus d'un homme à une femme. Et cet amour plus humain qui s'accomplira avec infiniment d'égards et de discrétion, où l'on se lira et se délira dans la bonté et la clarté, ressemblera à celui que nous préparons dans le combat et l'effort, à un amour ne consistant en rien d'autre qu'en deux solitudes qui, l'une l'autre, se protègent, se circonscrivent, se saluent. Ça, c'est Rilke, dans une lettre à un jeune poète. C'est quand même extraordinaire. Et c'est un homme, c'est Rilke qui a écrit ça. Voilà, mais moi, quand j'ai lu ça, quand j'étais jeune fille, je me suis dit, mais oui, moi, c'est ça.
Et je pense que c'est la seule possibilité, c'est la seule réalité qu'il peut y avoir entre un homme et une femme. C'est de ne plus être un homme et une femme, mais être des individus, des égaux, des gens qui dialoguent et oublier, oublier. Et les mésententes, ça arrive, mais les mésententes, c'est pour ça qu'on se dispute des fois, c'est pour régler les problèmes. Donc voilà, je vois le féminisme actuel, il y a une dispute, mais le but, c'est de finir par trouver une solution qui convienne à tout le monde. Tout à l'heure, on parlait matière. Oui. On va parler structure du tableau. En tout cas, il y a différentes... dans tes toiles, Oui, il y a différents plans. oui. Cette notion de plan aussi. Oui, alors, De les ce plans, qui c'est est parce qu'il y a devant, de ce qui est derrière, de ce qui est nu, mais ce qu'on veut cacher quand même. Oui, Voilà, présence, absence. et puis narration, parce qu'effectivement, ma peinture est narrative, on me l'a déjà fait remarquer. Il y a et c'est lié aussi au côté théâtral, effectivement. Il y a quelque chose qui se joue, il y a une narration dans ma peinture, et les plans sont là pour ça. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que je prenais des cours d'histoire de l'art au Louvre, à l'école du Louvre, et la peinture du Moyen-Âge, en fait, procède comme ça, par narration, par plan. C'est-à-dire, souvent, il y a l'édifice religieux, il y a l'intérieur de l'édifice religieux et la foule. Et on les voit, il y a la foule au premier plan, l'intérieur de l'édifice au deuxième plan. Et oui, c'est un procédé narratif en peinture, c'est de faire cohabiter différents plans et aussi différentes histoires. Dans certains de mes tableaux, il y a différents styles graphiques, effectivement. Il y a des styles des fois expressionnistes qui va se mêler avec un style beaucoup plus... Et c'est parce que c'est pour faire dialoguer différents plans de réalité. C'est-à-dire... le côté plus expressionniste, c'est plus l'intériorité, c'est plus quand on est dépassé par nos émotions. Et le figuratif, avec un effet de réalisme, c'est plus ce qui est ténu dans notre vie quotidienne. Voilà. Et je trouve c'est important dans un tableau aussi de faire dialoguer ça. Parce que, je ne sais pas, quand on se promène dans la rue, ça arrive que des fois, on est pris par nos pensées et par ce qu'on voit devant nous. Et ça se mélange dans notre tête. Voilà. Donc je trouve que ça peut aussi se mélanger dans un tableau, ou dans un film, ou dans une pièce, ou dans n'importe quoi. Et voilà. Bon, merci pour tous ces mots. Alors on arrive un peu à la fin de cet entretien, de ce portrait sensible, qui se termine toujours par cette question. Il y a donc un metteur en scène polonais qui s'appelle Andrzej Żuławski, qui est réalisateur de L'important c'est d'aimer. Donc je te disais qu'il a beaucoup adapté, enfin en tout cas 2 fois Dostoïevski, une fois dans L'amour braque et une autre fois dans La femme publique. Et puis il a fait un film qui s'appelle La Note bleue. Oui. Un peintre. Oui. Pas un peintre, enfin si, il y a un peintre dans le film, parce que c'est le dernier jour, ça se passe à Nohant. Oui. On est dans la maison de Georges Sand. Oui. Et donc il y a Delacroix qu'on aperçoit dans le film. Et puis surtout, c'est le dernier jour entre Frédéric Chopin et Georges Sand. Oui. Et Georges Sand, qui était joué par Marie-France Pizier. Oui. Et elle disait dans ce film qui s'appelle La Note bleue, elle disait « Quand le ciel est vide et que ça m'a fait mal et que je comprends plus rien à rien. » Toi, Caroline, comment tu as réussi à traverser ces moments-là, ces vagues? Donc quand le ciel est vide et que ça fait mal et qu'on comprend plus rien à rien. C'est se dire que donc déjà accepter que ça fasse mal et qu'on comprenne plus rien à rien. Et après, se donner le temps pour arriver à faire quelque chose, à remplir ce vide de quelque chose qui en fait, arriver de ce qui fait mal à le mettre en forme et donc à remplir finalement ce vide par cette mise en forme c'est une façon aussi d'accepter ce qui fait mal et d'en créer quelque chose, d'en faire quelque chose qui mais je pense que quand on est artiste on fait toujours ça. Je pense que Georges Sand devait faire ça, que Chopin aussi, c'est-à-dire d'ailleurs c'est merveilleux, Chopin, même Georges Sand, c'est-à-dire que c'est ça, c'est que la souffrance aussi finalement elle te pousse quand ça fait mal, il faut bien en faire quelque chose, sinon tu en péris, sinon tu te drogues ou tu deviens fou ou tu te suicides. Donc si tu refuses de te droguer, de devenir fou, de se suicider, tu deviens un artiste, parce que c'est la dernière solution pour arriver à gérer ce qui fait mal. Je pense en tout cas. Bon, merci beaucoup Caroline. On peut te retrouver aussi, il y a beaucoup sur YouTube, il y a quelques vidéos que tu fais qui sont extrêmement intéressantes. On n'a pas parlé musique, mais je te laisserai le choix de
de proposer pour ce podcast, pour l'ouvrir et le refermer, Oui. 2 œuvres musicales. Deux ça œuvres peut être, musicales, ça peut être je choisirais une contemporain. classique et Ce que tu veux, ça sera complètement libre. On va moderne. le découvrir. les goûts très différents. Eh ben, c'est très bien. Bon, merci beaucoup et puis à bientôt pour d'autres expositions. Merci Voilà. à toi, Fabien. Serge quoi? On raconterait la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Dans sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélo. La porte est claquée, Joël est barré. Vous avez pu entendre le groupe Rachels, Music for Egon Schiele
avec First Self-Portrait, le choix de Caroline Gutt qui était Jordi Savall et le chant de la Sibylle, ainsi que Grant Jones avec I've Seen That Face Before. Entretien Fabien Eck, prise de son Melville Egbelet, musique Adrien Desarrojo, création visuelle Stéphane Perrault, photo visuelle Philippe Lévy. Que la Rebelle vous dit bonjour ou bonsoir et vous dit à bientôt.